S'il existe un personnage issu de la littérature et du cinéma français devenu mythique pour son identité secrète, c'est bien Fantomas. Fantomas. Fantomas, non, vous n'avez pas entendu parler de Fantomas, non. Créé en 1911 sous la plume de Pierre Souvestre et de Marcel Alain, Fantomas, avant d'être l'homme au visage bleu dans les adaptations d'André Hunebelle, était un criminel aux meurtres plus glaçants les uns que les autres dans une série de romans de 32 volumes. Bien loin de ce que nous connaîtrons dans la trilogie comique sortie dans les années 60 dans les salles de cinéma, les romans de ces deux auteurs dépeignaient un homme cruel, un meurtrier sanglant cherchant l'anarchie et le chaos, avec la capacité de pouvoir changer de visage en enfilant une cagoule noire ou alors un haut de forme, ou même en se grimant sous les traits d'autres personnes afin de passer incognito au cœur d'une foule. Il est l'auteur de meurtres sordides, comme par exemple dans le roman Fantomas, le génie du crime. Un personnage féminin auquel on s'attend suivre les aventures meurt brutalement après que Fantomas lui ait bloqué ses cheveux dans une machine à laine. Ou alors dans le roman intitulé La fin de Fantomas, il pend un homme au clocher d'une église, le faisant tournoyer sur lui-même lorsque le glas résonne dans l'édifice. L'homme au sans visage fait peur et terrorise les rues parisiennes de la Belle Époque, et si l'on prend du recul sur ce personnage, il a beau avoir de nombreux surnoms comme l'homme au sans visage, le génie du crime, le maître de l'effroi, il n'est en réalité personne. Il n'a pas d'identité, et nous ne connaîtrons jamais qui se cache derrière ce criminel à l'imagination débordante et mortuaire. Le personnage fascine et le rythme effréné qu'entretient les deux auteurs, qui est d'un roman publié par mois, fait alors naître le succès de leur personnage, le menant une première fois au cinéma muet dans une série de 5 films de Louis Feuillade, avec À l'ombre de la guillotine, Juve contre Fantomas, La mort tue, suivi par Fantomas contre Fantomas et Le faux magistrat en 1914. Ces premières adaptations françaises de Louis Feuillade, suivies par des adaptations américaines d'Edward Sedgwick et de 2 nouveaux films français parlants cette fois, du réalisateur hongrois Paul Féjot mais aussi de Jean Sacha, mettant en scène Simone Signoret dans le rôle d'Hélène, pousse de nouveau le personnage de Fantomas au sommet, mais il faudra attendre 1964 avant que Fantomas ne devienne l'une des icônes du cinéma français et l'un des personnages les plus célèbres au-delà des frontières. En 1964, les salles de cinéma françaises sont de nombreuses fois le théâtre de succès retentissants menés par des acteurs à la notoriété grandissante. L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo, Les Félins et l'Insoumis avec Alain Delon, Jeanne Fonda et Léa Massari, 100 000 $ au soleil avec Lino Ventura et une nouvelle fois Jean-Paul Belmondo, L'Enfer avec Romy Schneider, mais surtout le 9 septembre 1964, un film deviendra l'un des classiques du cinéma comique français avec à son casting Louis de Funès, et ce film, c'est Les Gendarmes de Saint-Tropez. Grâce à ce succès inégalable, la notoriété de Funès fait un bond en avant, et Louis de Funès voit son nom grandir de plus en plus sur les affiches de cinéma jusqu'à obtenir une place très importante dans les scénarios des années 60 et 70. Ce n'est que 2 mois après que Fantomas voit le jour au cinéma, poussé par son casting au CV très rempli avec Louis de Funès, Mylène de Mongeau, Jacques Dinam et Jean Marais, peintre, metteur en scène, cascadeur et acteur de la comédie française. Fantomas se hisse en tête du box-office pendant 5 semaines à sa sortie, aidé par le succès récent de Funès avec Les Gendarmes de Saint-Tropez, toujours en salle à ce moment-là. Il comptabilisera alors 4 500 000 entrées sur le territoire, mais Fantomas ne s'arrêtera pas seulement à la tête du box-office français et continuera sa route en Espagne avec 1,8 million d'entrées, en Italie avec 2,6 millions d'entrées, mais ce qui est le plus fascinant reste le nombre d'entrées que Fantomas réalisera en Russie, 45,5 millions d'entrées. Au-delà du succès qu'il rencontre en salle et des réactions enthousiastes des spectateurs, poussant le studio Gaumont à officialiser une suite, c'est tout le contraire pour l'un des auteurs des romans qui trouve que le parti pris comique de cette adaptation est grotesque et bien loin de l'identité du commissaire Juve, car ici il est tourné en ridicule et en véritable élément comique, alors que celui-ci s'avère être un inspecteur redoutable dans les romans. Mais aussi le personnage de Fantomas, qui ici est un personnage moins sanglant, voleur de bijoux et kidnappeur de professeurs, en arborant ce masque bleu, ou vert, éternel débat. André Hunebelle a toujours assumé son parti pris, et il a toujours été conscient que son Fantomas ne ressemblerait en rien à celui des romans, et il a bien une raison à tout cela. Arrivé seulement 2 ans après le tout premier James Bond au cinéma avec Sean Connery, James Bond contre Dr No, Fantomas s'inspire très largement du célèbre film d'espion ainsi que de la mise en scène de ses antagonistes.
C'est d'ailleurs Max Douy qui s'occupera des décors soignés et fantastiques dans les Fantomas, s'inspirant de la célèbre franchise d'espions pour qui il composera lui-même plus tard les décors de James Bond 007 Moonraker. Dans le film d'André Hunebelle, le bandit vit dans un château isolé du monde, dans un château aux nombreux couloirs qui regorgent de passages secrets et d'hommes de main. Il ne lui suffit que d'un clic pour rappeler sa plus fidèle collaboratrice, la désormais veuve Lady Beltham, qui sera l'un des seuls éléments raccords avec les romans de Marcel Alain et de Pierre Souvestre. Il ne lui suffit que d'un appel radio pour faire apparaître son sous-marin, sa voiture volante et même sa fusée. Avoir tous les moyens dont il dispose, Fantomas possède toutes les caractéristiques pour être l'un des antagonistes de James Bond, à l'image de Dr No. André Hunebelle suit alors le mouvement en vogue, jusqu'à intégrer certains détails qui deviendront une part essentielle à sa trilogie. Nous connaîtrons bien plus tard les mythiques démasquages de Tom Cruise dans l'émission Impossible, mais en 1964, Hunebelle instaure cette idée de composition de masques dans les Fantomas, jusque-là absente des romans, rendant alors quelques scènes encore plus captivantes et menant parfois à des situations cocasses. Fantomas, c'est avant tout l'art de se grimer, l'art d'être n'importe qui et de jouer de cette situation. Nous découvrirons au cours de la trilogie plusieurs moments où celui-ci enlèvera son masque calqué sur le visage de l'une de ses victimes, pour nous faire comprendre que depuis le début, nous nous étions fait avoir. Derrière les célèbres masques utilisés par Fantomas se cache un homme, Gérard Kogan. D'abord chargé des décors dans des petits films, il se fera une place dans le cinéma en fabriquant des masques. C'est à ce moment-là que son nom circule dans les nombreuses productions françaises et devient l'une des références dans la fabrication de masques. Responsable des effets spéciaux, il est alors chargé de la fabrication du masque du célèbre bandit, interprété par Jean Marais avec qui il a déjà travaillé par le passé. Car oui, sous le masque de Fantomas se cache Jean Marais. Interprète de plusieurs rôles à l'écran entre celui du journaliste Fandor, celui de Fantomas et celui des personnages recréés par Fantomas lui-même, un véritable casse-tête pour l'acteur qui s'inquiétait de la réaction des spectateurs qui auraient compris la supercherie. Mais il n'en est rien. Jean Marais déambule dans le film tel un caméléon indétectable et révèle le masque de Fantomas pour la première fois lors d'une rencontre avec lui-même. D'abord un nom omniprésent dans les journaux, puis dans la bouche du commissaire Juve, jusqu'à se demander s'il n'est pas un véritable fantasme pour justifier tous les crimes de la Terre, il devient une ombre derrière une vitre avant de se dévoiler à l'image 20 minutes après le début du film. Accompagné de notes d'orgue pour le rendre encore plus sinistre, l'homme au sans visage soigne son entrée avec cette démarche lente, le torse bombé, pour montrer qu'il commande absolument tout ce qui l'entoure. Il dévoile alors les traits de son visage dont les spectateurs se souviendront longtemps. Un masque bleu, aux oreilles décollées, laissant paraître ses yeux bleus difformes qui ne dévoileront jamais ne serait-ce qu'une émotion. De quoi effrayer les plus petits spectateurs à l'époque, car il ne dévoilera pas beaucoup non plus sa bouche, ni ses mains qui seront toujours gantées lorsqu'il sera dans sa tenue de Fantomas. Autant dire que ce personnage est une véritable énigme dont il est presque dérangeant de soutenir le regard, assez pratique quand on ne veut pas être reconnu. On ne sait ni qui il est, ni d'où il vient, et on ne connaît pas les réelles motivations de ses méfaits, mis à part qu'il veut dominer et menacer la société en se joignant de la police française, surtout du commissaire Juve à qui il tend plusieurs traquenards pour le voir se ridiculiser. Aimant se mettre en scène, il n'hésitera pas à déclarer sa présence à travers de petites cartes comportant sa signature personnelle, sans oublier d'y ajouter un petit mot au dos de celle-ci, soit par l'intermédiaire d'un écran où son visage prendra place au détriment des journaux télé, quelque chose que nous reverrons plus tard dans le Batman de Tim Burton avec le personnage du Joker. Il n'empêche que malgré son apparence intimidante, l'homme au sans visage interprété par Jean Marais reste très charismatique grâce à sa tenue, toujours vêtu d'un costume sombre faisant ressortir ce visage coloré, mais aussi grâce à sa voix grave, sérieuse et affirmée interprétée par Raymond Pellegrin qui prêtera non seulement sa voix au personnage de Fantomas, mais aussi son rire mythique. Si Fantomas plaît autant à l'époque, c'est parce qu'il arrive à mélanger plusieurs genres en un peu moins de 2 heures. Celui du film d'action et d'espionnage, porté par Jean Marais, le film d'aventure, symbolisé par sa romance avec Mylène de Mongeau, mais aussi le film comique, spécialité de Louis de Funès qui finira par prendre encore plus de place sur les 2 prochains volets, Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Le film d'action disparaît progressivement pour laisser place à l'humour et cela se remarque déjà rien qu'en regardant l'évolution des affiches de l'époque. Louis de Funès est plus grand, au-dessus de Jean Marais qui était jusque-là l'équivalent de Sean Connery dans les premiers opus de Fantomas, avant d'être mis de côté par la forte popularité de De Funès. Ces aléas se feront ressentir durant les tournages et créeront des dissensions entre les 2 acteurs, jusqu'à contraindre le studio Gaumont à annuler la suite envisagée, Fantomas à Moscou, où pour la première fois le célèbre bandit devait tomber le masque et révéler son identité comme étant celle d'être le père du héros principal, le journaliste Fandor.
Bien loin de sa représentation littéraire, le Fantomas du Nebel est devenu culte par son choix drastique d'opposition des couleurs et sa simplicité. Ce masque en latex, qui n'est pas sans nous rappeler le vampire Nosferatu de Murnau, est un élément majeur dans la conservation de l'anonymat de l'homme au sans-visage. Par son esthétique, il parvient sans réellement d'effort à s'imposer à l'image et à rendre le personnage encore plus mystérieux qu'il ne l'était déjà. Fantomas est une figure culte du cinéma français, une figure dont nous ne connaîtrons jamais la véritable identité, partie d'une silhouette noire, avant d'être l'emblème du méfait, il ne sera jamais véritablement démasqué.